Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour sur le Denanani Media. Aujourd'hui, on est avec Jérémy Rock, C'est ça, exactement. qui est la formule secrète. la Voilà. formule secrète, un superbe média. On vous invite à vous abonner Ouais, sur le allez-y. Instagram, sur la chaîne YouTube. C'est la chaîne YouTube, ouais, surtout, ouais. Différents thèmes, de très beaux reportages, de Merci. très belles chroniques. Un honneur et un plaisir de te recevoir. Moi aussi, vraiment très content de venir ici. Voilà. Mais Jérémy, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te découvrent? Ouais, Jérémy, tout simplement, ça c'est mon prénom. Et donc j'ai un média qui s'appelle La Formule Secrète, qui est une chaîne YouTube qui date de 2020, qui a 4 ans, là, quasiment jour pour jour, parce que ça date du confinement. Joyeux anniversaire. Voilà, merci. Qui traite de rap francophone surtout, enfin quasiment que de ça. Et à la base, l'idée c'était vraiment de remettre un peu en avant les classiques et aussi on va dire les disques un peu oubliés depuis les débuts du rap en France dans les fin 80, début 90. Et maintenant, depuis quelques temps, je suis aussi dans une autre optique, c'est de mettre en valeur les artistes indépendants. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes indépendants maintenant. Enfin, je sais pas si vous avez vu le nombre de sorties en rap français, rap francophone du coup. Ces dernières années, c'est le bordel. Et évidemment, il y en a qui passent à la trappe, alors que pourtant, ils font une musique de qualité. Donc voilà, j'essaie aussi de promouvoir des choses que j'aime, qui sont pas connues, quoi. Du coup, en 2020, qu'est-ce qui te pousse à parler de rap, on va dire oublié? Est-ce que ça a commencé par rap, entre guillemets, je dis oublié ou laissé de côté, ou juste rap de ce que tu entendais? Alors en fait, moi j'écoutais du rap on va dire début 2000 jusqu'à aujourd'hui. Toujours, c'est vraiment devenu peut-être ma passion numéro 1 dans la vie. Et c'est vrai qu'en parallèle, comme beaucoup de gens, j'ai commencé à regarder YouTube quand ça arrivait en France, je sais plus exactement, 2009, 2007, je sais plus, bref. Et je voyais des gens qui commençaient à parler de rap, deux chaînes que je regardais beaucoup, Le Règlement et Chroniqueur Sale, que j'aimais beaucoup. Je trouvais qu'ils faisaient vraiment un bon travail. Je me disais, par contre, c'est con, ils parlent quasiment que d'actualité. Ils parlent pas d'albums sortis, je sais pas, 5 ans avant, 10 ans avant. Et alors évidemment je connaissais pas toutes les autres chaînes qui existaient, qui avaient très peu d'abonnés, mais en tout cas de ce que je voyais, je trouvais pas de chaîne qui faisait ça. Et moi je suis vidéaste, c'est mon métier. D'accord. Ça faisait déjà depuis que je fais ce métier, en fait je me suis dit un jour faut que j'allie mon métier et ma passion, rap et vidéo. Donc à la base je voulais déjà faire un truc d'aller 2014, 2013. Et là, forcément, quelques années avant le confinement, ce projet avait commencé à prendre forme. Je savais que j'allais le lancer, je savais pas quand, parce que j'avais tellement de boulot que, en fait, j'avais pas le temps, tout simplement. Et j'avais un premier épisode qui est quasiment terminé, sur l'épisode sur Nesbill. Et à ce moment-là arrive le confinement. Donc du coup, c'était vraiment genre le moment parfait pour me dire, tout est prêt. Et là, je sais que j'ai une période de temps libre. À l'époque, on savait pas combien de temps ça allait durer. Donc, let's go. Et là, du coup, je lance premier épisode terminé, Nesbill, la caution, et j'enchaîne. Il y en a toutes les 2 semaines au début, je crois. Voilà. C'était une grosse fréquence. C'était une fréquence on travaillait pas, ou on était en télétravail, donc en fait, on avait le temps. Ouais, carrément. Jérémy, bon, t'as devancé un peu ma question. T'es un passionné. Ouais. Bon, là, j'ai cru comprendre qu'il y avait la partie aussi vidéo, que on découvre. Comment est-ce que cette passion, elle est venue? Est-ce que tu t'en souviens? Du rap ou de la vidéo? Les deux. Alors, c'est deux choses. Le rap, c'est vraiment... moi, je suis de la génération... Je suis né en 89, mais décembre, donc on va dire que je suis plus né en 90. Et comme beaucoup de Blancs qui viennent pas de banlieue, enfin, en tout cas pas de cité, parce que on peut dire que je suis à la périurbain. Moi, j'habitais vraiment Seine-et-Marne, donc j'étais à 5 minutes du RER en voiture, mais en fait, c'était à la campagne. Donc, pour moi, c'est pas vraiment la banlieue, quoi. Et donc, je vivais dans un pavillon, enfin un petit village tranquillou, quoi. Et comme beaucoup de gens de ce milieu-là, le rap, on n'est pas forcément tombé dessus parce qu'on n'avait pas de grands frères, pas de grandes sœurs, etc. Donc moi, j'ai découvert, comme beaucoup de gens, par Eminem, début des années 2000, quand il a commencé à péter, The Real Slim Shady, blablabla. Et très vite après, je suis allé sur le français, parce que bien sûr, j'écoutais Skyrock, on en parlait tout à l'heure. Et donc à l'époque, c'est Sniper, Funky Family, Rof, Booba. Enfin, je sais même pas s'il y avait Booba d'ailleurs, peut-être pas. Enfin, en tout cas, c'était il y avait de la polémique, oui. En tout cas, voilà. C'était le début de la polémique. En tout cas, il y avait des artistes qui passaient, qui étaient quand même matrqués. Et pour moi, c'était la mode. Enfin, dans mon collège, en fait, soit tu faisais partie du groupe des skaters et t'étais plus rock, soit tu faisais partie du groupe de rap, enfin des rappeurs et d'écouter du rap. Et où en Seine-et-Marne, sans indiscrétion? Parce qu'on est de Seine-et-Marne, nous. D'accord, pour ceux qui connaissent un peu, si vous connaissez Brie-Contrebert et Ozore-la-Ferrière, vous faites un trait entre ces deux villes, il y a un village qui s'appelle Chevry.
Et du coup, ouais, ça c'est la partie, on va dire, mainstream, comme tout adolescent qui écoute la musique à la radio. Et en fait, après, j'ai commencé à traîner avec des gens qui avaient 1 ou 2 ans de plus que moi, des gens un peu qui avaient redoublé tout ça, qui étaient un peu les KRA du collège, quoi. Et ces gens-là, en fait, ils m'ont amené vers d'autres trucs, du coup, Booba, ATK, Lunatic, MC Jean Gabin. Heptagone. Et pile poil à ce moment-là, j'ai eu Internet à la maison. Et donc, en fait, c'était parti là. J'ai commencé Emule, enfin, je sais plus, c'était Casa peut-être à l'époque plutôt. Oh là là. Télécharger tous les bails. Ah oui. Tu tapais un nom de rappeur, t'avais 1000 morceaux qui tombaient. Et voilà. C'est trop vrai. Et c'est comme ça que c'est vraiment devenu une passion, ouais. Et la vidéo, à quel moment, comment tu t'es dit, t'as toujours aimé quoi, les films, les reportages? Non, mais pas du tout. C'est plus un hasard. C'est-à-dire qu'en parallèle du rap, moi, je suis un très grand lecteur. Vraiment, je lis énormément. Enfin, peut-être un peu moins qu'avant, mais gamin, je lisais comme un fou. J'ai toujours voulu être écrivain, c'est un peu mon rêve de gosse. Et à un moment après le bac, en fait, mes darons m'ont dit bah tu veux faire quoi? Bah écrivain. Bah c'est pas un métier. Ah merde. Il faut faire des études. Ah bon? Et du coup j'ai commencé à regarder un peu à l'époque les trucs du conseiller d'orientation, tout ça. Ils m'ont dit ouais pourquoi tu ne deviens pas scénariste? Je fais ah ouais ok, ouais, c'est comme faire des livres mais dans des films. Du coup j'ai fait des études de cinéma. Et moi qui n'avais pas vraiment une passion pour le cinéma, je regardais Star Wars, Jurassic Park comme tout le monde. Bah là j'ai commencé vraiment à découvrir le cinéma et à me prendre de passion pour ça. Et au fur et à mesure des années, finalement je me suis rendu compte que faire du cinéma c'est pas facile. Donc j'ai plus fait de la vidéo, j'ai fait un master pro du coup, j'ai vraiment appris la technique, tournage, montage, motion design, technique du son, enfin tout ce que tu veux. Et voilà, c'est devenu mon métier après. Tout simplement. Je comprends mieux maintenant toutes les analogies que tu fais sur tes chroniques. Et même les références d'auteurs que tu cites. Tu as comparé un moment Nesbitt à Céline. Et là, après ça, ouais, c'est plus de la culture G, mais c'est pas tout le monde qui connaît Céline. Après, voilà, j'avoue, moi j'ai pas lu tous ses livres. Mais c'était Bukowski, si je me trompe là aussi. Exactement, c'est les deux à qui j'ai comparé. Et c'est pas tout le monde qui fait. Non, c'est vrai. Après, c'est des trucs. Enfin, je pense que ça, c'est deux auteurs. J'ai pas étudié ces textes au lycée, mais ça fait partie un peu des gens dont on évoque le nom au lycée. Et après, si tu t'intéresses, tu vas fouiller. Moi, j'ai pas fait des études de lettres, mais j'imagine les gens qui font des études de lettres, ils connaissent ça très bien. Mais on a une personne. Je peux faire un écueil. Du coup, c'est quoi ton top 3 de bouquins? Tout. Oui. Si t'as un top vraiment, 3 ou top 5, si tu veux. Moi, il y a 2 livres qui m'ont marqué. C'est exactement la même période que quand je me suis mis à fond dans le rap. Et c'est ma prof de français. C'est quand même fou de se dire ça, qu'une prof de français peut te faire adorer des livres. C'était 1984 et Le meilleur des mondes. Les 2 contre-utopies un peu majeures qu'on peut apprendre à l'école. Oui. Et ça m'a mis des grosses tartes parce que c'est ce qu'on appelle des dystopies. Du coup, c'est notre monde en version 1000 fois plus hardcore, on va dire. Et moi, je me suis pris des tartes sur ça. Et après, sinon, il y a des gens qui vont se moquer, mais pour moi, Harry Potter, c'est vraiment peut-être dans mon top, clairement. D'ailleurs, je les relis pour la 22e fois en ce moment. Parce que c'est le livre qui m'a remis, et je pense qu'on est plein de ma génération dans la lecture. En fait, début 6e, je lisais plus trop, je sais pas pourquoi, parce que c'était le collège, ça faisait un télo. Et en fait, on m'a dit lis Harry Potter avant que ce soit la mode. Et quand j'ai commencé à rentrer dedans, là, je suis redevenu un lecteur de fou. Tu l'as lu avant la sortie? Non, avant que ce soit la mode. C'est-à-dire que c'était déjà sorti. D'accord. Mais les gens étaient pas trop au courant que Harry Potter, c'est quoi. D'accord. Et en fait, j'avais quasiment l'âge du personnage, en fait. Oui, oui. En fait, chaque fois que le livre sortait, j'avais plus ou moins son âge, du coup, voilà. C'est le livre qui m'a remis dans le truc, quoi. Les films, ils t'ont déçu? J'irais pas dire déçu, mais c'est vrai que pour moi c'est pas comparable. C'est pas comparable, mais il reste vraiment plaisant à regarder, on va pas se mentir. Et du coup, par rapport à ta culture littéraire, à l'écoute du rap, qu'est-ce qui t'impacte le plus? Est-ce que c'est la musicalité ou d'abord les textes? À la base, c'était vraiment les textes, c'est ça qui m'a mis vraiment à fond dans le rap. C'est quand, notamment, j'ai découvert La Caution, qui est mon groupe favori. Aussi Oxmo, qui est peut-être un de mes rappeurs préférés. Ce qui m'a marqué en premier, c'est vraiment les textes, effectivement. C'est l'écriture. C'était encore une fois, il y a eu ce truc de cette année-là de première où j'avais des cours de français. Moi qui n'aimais pas trop le français, j'ai tout pris cette année-là. On étudiait Baudelaire et tout. Et du coup, ça arrivait en même temps. Je fais, mais les mecs, Baudelaire, c'est Oxmo. En fait, ils ont tous les deux un truc. Et donc, j'avais vraiment ce prise sur l'écriture. Après, avec les années, et surtout depuis que j'ai lancé ma chaîne, c'est encore plus. On va pas dire que j'ai lâché ce talent pour l'écriture, mais j'ai quand même beaucoup plus pris le groove, le flow, mais même la prod, la partie instrumentale du rap. Moi, j'ai pas du tout de formation de musicien, donc ma compagne a fait de la guitare, de la basse, de la batterie, donc du coup, c'est plus elle qui me permet de décomposer tout ça. Mais je commence vraiment à plus prendre le côté musical depuis plusieurs années.
et à aller fouiller là-dedans et de voir que le rap, en fait, c'est pas que des textes. Il y a aussi quand même. Voilà, c'est de la musique, en fait. Donc, et ton environnement, c'était quoi? Tes parents, en gros, ils écoutaient plutôt quoi quand ils étaient... Chansons françaises classiques, et sinon un peu de, on va dire, les Beatles, tu vois, Rolling Stone, Supertramp, un des trucs un peu plus pop comme George Michael. On va dire c'est des trucs mainstream de qualité, mais c'est vrai que c'est pas fouillé, quoi. Il y a pas forcément de passion. Supertramp, c'est quelque chose, hein, quand même. Ouais, Supertramp, ouais. Et après, j'avais juste un parrain, du coup, un oncle qui, lui, est un taré de rock. Genre, le mec a littéralement, je pense, 3000 CD chez lui. Il a une pièce de CD. Et il te sort des groupes de rock berbères, des groupes de rock, je sais pas moi, d'Arménie, enfin, je dis n'importe quoi. Mais... Et lui, pour le coup, il m'a plus transmis sa passion. Alors, pas dans le rock, mais dans le côté, on a une musique de cœur et on va fouiller, quoi. T'es réceptif à la musique US, enfin au rap US? Ouais, carrément. J'en écoute quand même pas mal. Après, c'est vrai que ça me parle moins, mais en vrai, j'ai jamais lâché. L'actualité, c'est impossible à suivre, mais là encore hier, j'écoutais Larry June et The Alchemist, qui ont sorti un album, je crois, il y a 1 an. Enfin là, j'essaye d'écouter en fait les trucs, parce qu'il y a tellement de qualité, mais c'est juste ça me parle un peu moins en vérité. Parce qu'il y a bien sûr cette barrière de la langue, même si je parle anglais correctement. Bah, on se le prend moins, le texte. Si je te dis flow, texte, prod, attitude et message, qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, c'est ce que j'avais mis dans le générique de la chaîne. C'était les mots qui me sont venus quand je voulais faire ce générique, me dire quel mot représente un peu le rap. Et pour moi, c'était ça. Est-ce que c'est dans cet ordre que tu apprécies un titre? Non, pas vraiment. Honnêtement, maintenant, c'est vrai, comme je l'ai dit, je suis un peu plus sur le flow qu'avant, clairement. Et je pense que le premier truc qui va me marquer, c'est le flow. Et limite, le texte vient pas en dernier, mais presque. Ouais, je pense que c'est très changeant, en fait. Ça se trouve, dans 2 ans, je vais être à fond sur les instrus. Enfin, pour moi, tout est à égalité maintenant. Il n'y a plus de le texte, c'est mieux que la prod, c'est mieux que le flow, on s'en fout. Enfin, les 3, pour moi, font partie d'un tout, et voilà. Là, tu me fais ressortir une question que j'aime souvent poser. Est-ce que là, à l'heure qu'il est, tu différencies un rappeur d'un MC? Ouais, je pense. Oui. On va dire le terme MC est plus trop utilisé, mais si on devait l'utiliser, je pense qu'il y a une différence. Ouais. T'es plus à la recherche d'MC que de rappeurs? Ouais. Après, il y a des rappeurs qui sont pas MC que j'adore. Juste en reprenant Nesbill. Nesbill qui, lui, se revendiquait pas hip-hop dans un morceau et peut-être même dans plusieurs. Clairement, pour lui, c'était une revendication, je ne suis pas hip-hop. Et donc, il n'est pas du tout maître de cérémonie. D'ailleurs, je l'ai vu en concert au demi-festival, c'était pas incroyable du tout. Mais ça n'empêche pas que pour moi, ce qu'il fait sur CD, c'est une tarte. Ouais. Et voilà, donc... Après, ouais, je suis sensible. Enfin, pour moi, les concerts de rap dans les petites salles où le mec, il arrive, il y a juste une prod, un DJ, et le mec te balance des trucs à la gueule et toi, t'es juste là à sauter sur place. Pour moi, c'est la base. On va dire, c'est ça qui m'a fait kiffer le rap en dehors de ma chambre. C'est les concerts comme ça et les mecs qui performent. C'est trop bien. Est-ce que pour toi, la formule secrète, c'était une façon de redonner ce que tu as reçu à travers, par exemple, ce genre d'événement? En tout cas, c'est ma manière de participer à cette culture qui est vraiment ma passion numéro 1. Parce que j'ai essayé de rapper. C'était un peu... Voilà. J'ai sorti un maxi comme ça sur un Bandcamp il y a 10 ans déjà maintenant. D'accord. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi, en fait. Enfin, que tout ce qui était écriture, je pense que je maîtrise. Mais que tout ce qui était flow, genre, c'est pas en moi, quoi. Enfin, ok, j'ai le sens du rythme, mais ça s'arrête là. J'ai vite trouvé que j'avais des failles et en fait, je me suis dit non... Pourquoi rapper alors qu'il y a des gens qui le font 1000 fois mieux que moi? Je peux peut-être apporter autre chose. Et c'est là où, en fait, 2014, c'est ce que je disais, c'est le moment où je me suis dit, je sais faire quoi de bien dans la vie? C'est de la vidéo. Donc allons-y, faisons de la vidéo, parlons de rap. J'avais un blog avant, un Skyblog, qui s'appelait rapalternative.skyblog.com, où pareil, j'écrivais des articles. Et je me suis dit, ça va être la continuité de ça en vidéo, quoi. C'est quoi la ligne directrice de la formule secrète? L'objectivité ou la subjectivité? Ouais, la subjectivité. Enfin, carrément. Moi, je pensais que c'était plus objectif. Bah oui et non, parce que tu vois, là, on parlait de la caution. Il y a des gens qui vont dire la caution, ça pue la merde. Après, et ça, c'est un débat limite philosophique d'histoire de l'art. Tu vois, est-ce qu'on peut dire qu'une musique est nulle ou un art est nul? Enfin, tu vois, c'est compliqué. Mais moi, je vais forcément parler de gens que j'aime. Genre, je pense pas que je ferai un jour une vidéo pour tailler des gens, dire ça c'est éclaté, c'est pas du tout ma cam. Mais j'ai envie de pousser les gens à soit écouter de la bonne musique, soit pousser des bons artistes à être mis un peu sous la lumière. J'ai aucun intérêt à aller dire ça c'est nul, n'écoutez pas ça. Enfin, ça me fait pas plaisir en fait de faire ça. Donc, à l'époque j'ai écouté La Caution, mais je m'attardais pas dessus. Et la façon dont t'as amené, et c'est ça qui est intéressant, quand quelqu'un
aime et est passionné, il réussit à t'expliquer des choses différemment. Ouais, c'est aussi ça. Ouais. J'ai été beaucoup plus sensible à ce qu'ils ont fait. J'ai tout regardé. Et de toute façon, c'était ça, le titre La Formule Secrète, au-delà de l'hommage à Assassin, c'était, si on parlait pas notamment de Nesbill par exemple, là, je parle d'ATK, notamment, j'ai fait une chronique sur Heptagone, c'est pour moi des albums majeurs du rap, et pourtant c'est vrai qu'on va en parler assez peu finalement. Tu vois, il y a l'Abécédaire du son qui va en parler, tu vois d'autres artistes qui vont parfois le citer, ça s'arrête là. Et du coup, je me suis dit, bah moi, je vais essayer de le mettre à la lumière et surtout d'expliquer pourquoi c'est bien en fait. Pourquoi cet album, il a marqué les gens à l'époque et pourquoi aujourd'hui, il faut encore l'écouter. Et donc, je donne la formule secrète, c'est ça le truc. Ouais. Maintenant, il y a le côté vidéaste qui explique la question que je vais poser. Tu conceptualises énormément tes contenus. Ouais. Quelle est ta volonté là-dedans ? Bah, proposer un contenu différent, de qualité. Enfin, pour moi, c'est comme faire de la télé dans le sens noble du terme, c'est refaire un documentaire, un reportage. Je vais pas te mentir, sur la télé, qu'est-ce que je regarde ? Je regarde des conneries genre Les Simpsons ou Malcolm, tu vois, et après je regarde Arte, quoi, ça s'arrête là. TF1, même si parfois il peut y avoir des trucs bien, je vais pas trop regarder. NT1 encore moins, enfin, tu vois, C8, on n'en parle pas. Moi, quand je regarde les rares fois où je regarde la télé, c'est parce que je tombe sur un documentaire où en fait on vient te raconter un truc. Où ça a été écrit du début à la fin et on t'emmène quelque part, tu vois, on te donne de l'information et on t'emmène quelque part. Et pour moi, c'est ce que j'aime sur YouTube, tu vois. Autant des fois, ça peut m'arriver de regarder des conneries, ce qu'on appelle du fit and fun, tu vois, genre des mecs qui rigolent en faisant n'importe quoi. Et j'aime bien aussi, tu vois. Mais clairement, ce qui m'embarque le plus, je regarde beaucoup de trucs sur le cinéma, sur le jeu vidéo, sur le rap aussi, bien sûr, sur la politique. C'est des contenus vraiment documentaires plus vraiment d'analyse, que ce soit des podcasts, des mecs juste face à une caméra, des tables rondes comme ça. Et voilà, c'est ça moi qui m'embarque sur YouTube, c'est pas trop les vidéos un peu qui durent 3 minutes où on va te dire 3 refs et te faire 3 blagues, ça me parle pas trop. Des questionnaires avec un morceau, c'est des phrases samplées, des linos. Ouais, c'est ouais, c'est incroyable. Fallait y penser à ça. Ouais, je sais même plus comment je suis là-dessus, mais c'est un morceau que j'adore, Interview, qui est le premier morceau de Paradis Assassiné. Et en fait, je me suis dit, tiens, en fait, c'est au moment où j'ai fait le documentaire, j'avais des artistes que je n'avais pas à portée de main, notamment Rockin' Squat, Féfé, je sais plus qui d'autre, j'ai l'indice du groupe des 10. Je me suis dit, ces gens-là, je vais les avoir en interview pour le documentaire. Et en fait, ça se trouve, je les aurai plus jamais en interview. Donc pourquoi ne pas en profiter pour leur poser quelques questions et du coup faire un truc un peu cohérent. Je me suis dit, bah voilà, ce morceau, j'adore. Il y a un concept un peu stylé. À chaque fois, j'essaie de trouver un titre. Tu vois, t'as Mon Petit Bordel, c'est Don Choa. T'as La Formule Secrète, c'est Assassin. La Réunion Secrète, c'est Club des 7. Et bah là, c'est de Lino. Et voilà, les questions sont posées. Il n'y a plus qu'à avoir les réponses, quoi. Tu as lu François Villon ? Non. J'ai lu, mais j'ai pas tout étudié, ces textes. Et comme je lui dis souvent à Agnès, je lui dis, tu sais, François Villon, c'est un peu comme, pas forcément le Booba parce qu'il n'a pas fait de la prison, mais en fait, c'est un poète qui a écrit quand il était enfermé. Okay. Et c'est de l'ancien français. C'est poignant et je trouve que c'est, mine de rien, contemporain. Et je voulais te demander, est-ce que si on te proposait d'être intervenant, par exemple, dans des lycées, dans des établissements scolaires pour lier culture littéraire et rap, tu en aurais les capacités, ou alors est-ce que tu penses que ça serait intéressant d'en faire partie, enfin de l'inclure dans l'éducation et la littérature? Alors les capacités, je sais pas si je les aurais, parce que comme je te dis, même si j'ai voulu être écrivain, j'ai pas une culture littéraire incroyable, mais après déjà. Je pense que voilà, comme tout, c'est une histoire de travail. Enfin, il suffit de reprendre un peu ces classiques et peut-être que. En tout cas, si on me proposait, je pense que je réfléchirais. Je me dirais, ça va être cool. Faut juste taffer. Je pense que ça devrait. Faut taffer, quoi. C'est quoi ? Il y avait un enseignant qui avait fait ça avec les textes de Booba et je pense qu'on devrait pas mettre le rap. On devrait lui redonner sa phase poétique, son aspect poétique. Pas forcément pour tous les raps, parce que moi, je consomme pas beaucoup de rap. Mais je pense qu'on devrait lui redonner ce manteau-là de poésie et l'inclure dans l'étude littéraire. Ah ouais, clairement. Enfin, tu penses à des mecs comme Solar ou Oxmo, déjà, rien qu'avec eux deux, tu peux faire plusieurs cours, je pense. Oui, que les textes sont étudiables, en fait. Clairement, ouais. Et est-ce que tu penses qu'un rap qui a un texte a moins d'impact qu'un rap, mais avec moins de texte, moins de recherche?
Bah, ce qui est sûr, c'est qu'on est plus dans une société de divertissement et de consommation, donc plus un truc est travaillé, notamment dans l'écriture, ça a forcément moins de chances de marcher. Après, il y a toujours des exceptions. On regarde un mec comme Nekfeu, bon après, il a peut-être marché pour d'autres raisons que son écriture, ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, il y a une recherche d'écriture là-dedans. Et un mec comme Oxmo, même si, à l'époque, je crois que le premier album a fait disque d'or, mais très longtemps après, finalement, maintenant, il a son émission de télé, il est invité dans plein de plateaux, il est reconnu. Kazé, qui a une des meilleures plumes en France, qui pourtant, en plus, a un propos radical que moi, j'aime beaucoup. Elle est quand même invitée en plateau, France Culture. Enfin voilà, je pense que maintenant, ça y est. En tout cas, il y a des gens qui, avant de dénigrer le rap, qui ont dit « Ok, en fait, on s'est trompé. On va essayer d'inviter ces gens parce qu'ils ont un talent. » Après, il y a une partie de la France qui n'est pas prête, qui ne le sera jamais, je pense, pour des raisons du racisme, je pense, en grande partie, hein, pas que. Mais... Et ça, de toute façon, ça sert à rien. Enfin voilà, pour moi, il ne compte pas. Mais je pense que maintenant, ça y est, le rap a eu ses lettres de noblesse. Pas tout à fait encore, parce que voilà, on voit qu'il y a eu la nécessité de faire les flammes, par exemple. Mais on est dans une phase où, voilà, il y a 10 ans, je me rappelle, moi, que dans mon lycée, alors, c'était un lycée public, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment classe bourgeoise très claire. Et quand je disais que j'écoutais du rap, on me regardait avec des genre, quoi ? Délinquant. Alors déjà, quand je disais la caution, je leur faisais écouter, ils disaient, ah ok, TTC, ok, TTC, c'est marrant. Donc je leur disais que j'écoutais Rof ou L.I.M., j'étais un cassos pour eux, quoi. Enfin, et finalement, en 10 ans, maintenant, je pense qu'il n'y a pas de problème à écouter L.I.M., on va pas te regarder avec des gros yeux, même si tu habites dans le 16e ou quoi. Et est-ce que tu penses que aujourd'hui, est-ce que le rap est nuisible parce que c'est du rap, ou alors on essaie de le rendre nuisible? Ça, c'est un gros débat. Je sais pas, moi je pense qu'il y a juste une question d'argent en fait. Hein. C'est-à-dire les maisons de disques qui marchent, les gens qui ont, on va dire, du pouvoir décisionnel dans la musique, ils vont regarder qu'est-ce qui marche. Et qu'est-ce qui marche, c'est des trucs qui n'ont pas forcément de message. Ça peut être des trucs qui parlent, je sais pas moi, qui vantent un peu de faire des soirées, de vendre de la drogue. Je pense pas qu'il y ait vraiment une volonté de nuire, mais en tout cas il y a une volonté de faire de l'argent le plus rapidement possible, le plus facilement possible. Et pour ça, on va pas s'amuser à aller promouvoir des rappeurs qui déconstruisent le racisme en France ou le capitalisme ou qui vont faire des textes avec 1000 allitérations. Enfin, voilà. Je pense que c'est aussi simple que ça. Après, c'est que mon avis sur le sujet. Et d'un point de vue média, est-ce que tu penses que clairement dire qu'il y a une culture hip-hop en France, la culture hip-hop française, est-ce que le rôle des médias, que ce soit radio ou via les sites ou peu importe, ont une obligation pour toi? Est-ce qu'ils se doivent d'entretenir la culture? Ça veut dire parler de l'histoire du rap, avoir ce côté pédagogique. Alors pédagogique, je sais pas, mais en tout cas, ne serait-ce qu'en tant que personne, je pense que si on est passionné d'un rap, ou si on travaille dans un média rap, a priori, après peut-être que je me trompe, hein, parce qu'on est passionné. Après, pour moi, si on est passionné, c'est même pas une volonté, consciente d'aller parler de classiques, puisqu'on aime ça, donc forcément, à un moment, on va en parler. Après, est-ce qu'il y a un devoir je vais envie de dire chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que quelqu'un qui va me parler que d'actualité et qu'on va lui sortir un album, je sais pas, mode 95, il te regarde avec des gros yeux, mais je dis, qu'est-ce que tu fais là T'es pas obligé de connaître le truc par cœur et d'aimer chaque morceau, mais juste tu connais le nom et surtout tu vas pas te discréditer, tu vois, en mode c'est un truc de vieux. Moi, ça c'est une mentalité, j'avoue, je comprends pas trop. Il faut pas rester dans le passé, c'est tout, c'est évident. Il faut quand même parler d'actualité. Il y a un entre-deux à trouver, mais oui. Je pense que sur le fond, vraiment, s'il y avait que des... Mais heureusement, justement, si on est là aujourd'hui, c'est pour montrer qu'il n'y a pas que des médias comme ça. C'est quand même bien. Ouais, pour faire vivre le truc, il ne faut pas oublier d'où on vient. Tous les gens qui sont là avant nous, qui ont permis qu'on soit là. Parce qu'en fait, s'ils n'avaient pas fait, je sais pas, leur tag dans leur coin, leur morceau dans leur chambre sur leur enregistreur cassette, on ne serait pas allé écouter du rap, en fait. Donc c'est toujours important de leur rendre un peu, un minimum les lauriers, quoi, qu'ils méritent, quoi. Tu trouves que ça se fait, suffisamment ou pas assez? Moi, j'aurais tendance à dire pas assez. Après, j'ai plein de contre-exemples, je pense que vous aussi. Pour moi, le plus connu, le plus évident, c'est Driver depuis quelques années, ce qu'il fait avec featuring. Je pense à des mecs comme Grace TV. Oui. Le mec a une productivité de malade mentale avec son média, genre au moins une vidéo par semaine. C'est ouf. Et à chaque fois, c'est des mecs soit à l'ancienne, souvent à l'ancienne, mais et souvent underground.
Je sais plus qui l'a invité l'autre fois, Limsa. Alors du coup pas Limsa Dolnay, celui dont on parle d'aujourd'hui, le Limsa au mic, je crois, c'était son blaze. Voilà, qui connaît ce mec-là, tu vois. Moi j'ai dû écouter un morceau de lui sur une compile que j'ai trouvé en librairie. Et en fait il a fait des trucs et aujourd'hui il ressort des trucs et lui il se fait inviter. Et moi je trouve ça trop bien. Parce qu'en fait, ces gens-là, c'est eux qui ont fait le rap, en vrai. Même si ils n'ont pas pété les scores, ils ont apporté leur pierre. Donc, c'est vrai. Et pour toi, est-ce qu'on peut donner, à l'heure qu'il est, une définition objective pour dire tel artiste est bon ou non? Ouais, objectif. En se basant sur les mots que tu as cités. Ouais. Flow, texte, prod, attitude et message. Est-ce que ça, ce ne sont pas des critères Si, pour moi, c'est des critères. Voilà. Après, comme tu dis, c'est mes critères. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément ces critères. Par exemple, message, plein de gens qui en ont rien à foutre. Et je peux comprendre. Attitude, pareil. En vrai, il y a des mecs qui ont zéro attitude et qui rappent trop bien. Et inversement. Mais effectivement, je pense que c'est une bonne base. Si on devait faire une base, pourquoi pas mettre ces 4 mots-là et y mettre une note. Après, voilà. Comme toujours, il y a une part de subjectivité quand on note une musique. Je vous interpelle tous les deux là-dessus. Vous pensez qu'il n'est pas possible de créer justement une sorte de palette de termes objectifs, des plus objectifs. En tout cas, on pourrait faire une espèce de classement, tu vas dire, lui il a 8 sur 10, lui il a 1. Après, ça n'empêche pas que, tu vois, il y a quelque chose qui est autre, que ça reste de l'art, et quelque chose qui vient de toucher à l'âme, et ça en fait, c'est pas quantifiable, c'est pas notable. Et du coup, peut-être que la personne, Nesbill est moins bon rappeur que Roca, par exemple. Je pense qu'objectivement, il est moins bon rappeur. Et pourtant, les deux vont me toucher d'une manière très différente. Mais les deux vont me toucher avec une intensité forte. Et là, du coup, je saurais pas dire. C'est pas quantifiable. Ça vient de toucher ou pas. C'est comme ça. C'est ton vécu. Voilà. T'as fait des tops récemment. Ouais. Ça m'a marqué. Parce qu'il y en avait, mais c'est incroyable. J'en ai découvert. J'ai envie de te dire, allez, il y en a 70% que je ne connaissais pas. Et je te remercie d'ailleurs de faire cette recherche. Et ce qui m'a interpellé, mais c'est quoi ta fréquence d'écoute? Comment en fait, tu dégustes des morceaux tous les... C'est incroyable. Justement. En fait, je suis un peu atypique. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a le nombre de sorties. Je crois que je suis allé voir sur Genius en 2023. Alors du coup, j'ai fait un décompte manuel. Donc en vrai, je dois me tromper. Mais on va dire approximativement 900 sorties sur Genius. Parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas répertoriés. Donc 900 sorties, c'est impossible d'écouter ça, clairement. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que généralement, au cours de l'année, j'écoute de temps en temps les actualités. En vrai, ça me saoule de me forcer à écouter des trucs parce que ça vient de sortir. Donc généralement, j'ai 1 ou 2 mois de retard quand la hype est un peu retombée, quoi. Et surtout, j'écoute quand même beaucoup de trucs à l'ancienne. Comme tous auditeurs, en fait, je me force pas, j'écoute ce que j'ai envie d'écouter. Mais on va dire à partir de novembre, décembre, je me dis, allez, qu'est-ce qui est sorti cette année? Il faut quand même faire un petit point, tu vois. Et du coup, là, je vais soit sur Genius, soit sur d'autres sites qui font un peu des listes comme ça de sorties. Soit c'est des artistes que je connais, pardon, et donc je les mets dans un petit doc. Je me dis, je l'écouterai. Soit parfois c'est juste une cover, un blaze, un nom d'album qui vient me titiller. Je dis, allez, on va écouter ça. Et au final, mon mois de décembre et souvent le janvier aussi, c'est un peu réécouter. Alors, je fais une seule écoute, parce que c'est impossible de s'en sortir, de toute cette liste. Et à partir de là, cette année, j'avais la foi de faire et des vidéos et des posts pour faire mon top. Les trucs que j'ai envie de réécouter 2 fois, très vite ça va aller en haut du top. Ceux que j'écoute qu'une fois, voire que j'arrête l'écoute, ça arrive parfois. Soit c'est pas dans le top, soit c'est très bas. Voilà. Mais ouais, j'ai des mois de décembre et janvier genre où je pète les streams de Fou Furieux et le reste de l'année tranquille, quoi. Dis que tu découvrais tout à l'heure là pas mal d'artistes indés qui étaient aussi qualitatifs. Est-ce que tu as une idée ou nous donner un élément qui fait qu'il manque quelque chose en fait à la visibilité du rap à certains rappeurs, artistes indépendants? C'est qu'il y a trop de choses. Pour moi, je pense que c'est super saturé. Un être humain ne peut pas écouter 900 albums sur un an, je pense pas. À moins même sans travailler. Pour moi, c'est impossible. À un moment, t'as envie de faire autre chose. Et donc, en fait, t'as forcément des gens qui ont des moyens ou en tout cas des stratégies pour mettre leur musique en avant, d'autres qui l'ont pas ou qui ne veulent pas. Et donc, la différence se fera là-dessus. Parfois aussi sur le talent, en vérité. Parfois, il y a des artistes mainstream, ils sont bons et du coup, ça aide. Et d'autres underground, ils en vont faire toute la com du monde. S'ils sont pas bons, ils sont pas bons.
Mais je pense que c'est une question de moyens et de volonté. Enfin, même moi, moi, je suis pas un artiste, je suis un média. Ok, je fais des posts Instagram, des stories, des bidules. Mais je sais plus avec qui je disais ça récemment, mais je suis pas dans un mode stratégie, quoi. Ça m'intéresse pas de tout faire pour avoir 10 000 abonnés, machin, truc. Enfin, je trouve ça insupportable. En fait, moi, ce que je kiffe, c'est faire mes émissions, de temps en temps faire des posts, discuter avec les gens, et puis point, quoi. Si un jour j'ai 10 000 abonnés, c'est génial. Si je les ai pas, tant pis, tant que je kiffe ce que je fais. Et je pense que c'est pareil pour les artistes, en fait. Il y en a, ils veulent pas chercher ça. Un mec comme Madizem, par exemple, que je vois souvent sur les réseaux, qui est un très bon producteur qu'elle a depuis longtemps. Ok, à l'époque, il était connu, mais maintenant, enfin, il s'en bat les couilles, en fait. Enfin, il fait juste des prods pour les gens qu'il aime, il fait de la bonne musique. La plupart de ses trucs, c'est sur son Bandcamp, qui va aller sur Bandcamp, tu vois. C'est pas Apple Music, Spotify. Il s'en fout, il fait ce qu'il aime. Voilà, quelle image du rap tu aimerais véhiculer ou donner? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise du rap en vérité, pas que... Enfin, de positif? Ça a évolué au cours du temps, mais bon, moi, aujourd'hui, le rap, c'est le moyen d'expression le plus accessible, on va dire, de base. C'est-à-dire que tu vas pas forcément être bon, mais en tout cas, comme, voilà, il suffit d'un cahier, un stylo. Et maintenant, tout le monde a un téléphone, tu peux t'enregistrer, tu peux prendre n'importe quel type beat sur YouTube, et c'est bon. Après, ça veut pas dire que le morceau sera bon, mais disons que tu auras fait ta première gamme. Donc pour moi, c'est l'art populaire par excellence, dans le sens où tout le monde peut le faire, quasiment. Donc pour moi, ça, c'est le premier truc positif. Après, le deuxième... C'est aussi peut-être un des trucs où justement grâce à cette accessibilité on peut pousser les curseurs mais de fou, que ce soit en écriture, en musicalité, sans forcément avoir peut-être on va dire une formation à la base. On n'a pas besoin d'être musicien vraiment à la base en tout cas. Mais on peut vraiment aller super loin, et justement pour moi un groupe comme La Caution qui n'ont pas fait d'études de musique, c'était juste des gens qui ont grandi dans un environnement, voilà, leurs parents viennent du Maroc, donc ils avaient du raï, ils avaient aussi de la pop comme tout le monde, les chaînes de télé MTV, etc. Ils ont bouffé tout ça inconsciemment ou pas. Ils ont réuni ça avec leur amour du rap US. Et les mecs, ils ont poussé ça à un niveau, enfin, je pense qu'il sera quasiment jamais inatteignable. Et je pense qu'il y a peut-être pas que dans le rap on va faire ça, mais c'est un art super fort pour ça. C'est ce que je dis. En fait, tout à l'heure là, quand j'ai posé la question du nuisible, comme je l'ai dit, je ne consomme pas de rap et je reste très à l'ancienne. J'ai été marquée par... MC Solar, Booba, je n'aimais pas, en fait, ça me faisait peur. Je trouvais que ça me faisait peur. Pour moi, le rap, c'est comme... c'est un mouvement qui rend libre. Et moi, ma perception, c'est qu'on essaie de le... En fait, personne et aucune politique, aucune règle, aucun décret ne peut le cadrer. Ah bah ouais, c'est pour ça qu'on essaie de lui faire véhiculer une image de délinquance, alors que en fait non, c'est pas que ça et ce n'est pas ça. Et je pense que dans le nuisible, et ben en fait pour moi on veut nuire au rap et le faire passer comme quelque chose de mauvais, alors que c'est libérateur, ça te rend dépendant, ça te rend libre, et surtout c'est un moyen d'expression. Quelqu'un avait dit dans les années 90, Ciel Montmardi, que le rap dans 10 ans ça sera fini, on n'entendra plus parler du rap. Je ne sais pas où est ce monsieur actuellement. Et on est en 2024. On est en 2024. Il y a des artistes qui sont nés en 90, 92, 2000 et qui excellent et qui s'expriment en fait. Et puis je pense que là ce que tu disais, moi je pense que c'est au-delà de la musique, c'est plus que ça vient de la rue, ça vient pas des élites, ça vient pas des écoles, je sais pas moi, de l'ENA, ça vient pas... En fait, ça vient pas du monde médiatique et politique. Du coup, ça les fait chier de se dire, putain, il y a des gens, ils viennent de, je sais pas, d'une cité de tel coin de France. Putain, ils arrivent à nous surpasser, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont pas blancs, donc ça les fait peut-être encore plus chier. Moi, je pense que et ça, du coup, c'est plus politique pour moi. C'est-à-dire que si demain on a quelqu'un d'autre au pouvoir, malheureusement, bon, c'est quelqu'un d'autre, je pense que c'est pas celui auquel on pense, mais ça pourrait changer. Après, pour moi, il y a deux choses. Il y a ceux qui veulent faire de l'argent, du coup, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et après, il y a les politiques, effectivement, plutôt de droite, voire d'extrême droite, qui, pour eux, tout ce qui n'est pas blanc, catholique, dans une belle maison, avec une famille et plein d'enfants. Enfin, il y a du rap catholique. Il y a un espèce de rejet de ça, tu vois. Ils vont tout de suite rejeter. C'est une réaction, ce qu'on appelle la réaction. Mais pourtant, là, je fais un écueil. Il y a des rappeurs qui ont un flow... pas très agressif, plus slam, tu vas parler. Il y en a qui crachent, qui débitent.
Et les politiciens aussi, ils font la même chose. Hein. Ah bah oui. Ils font la même chose. Ça, c'est clair. Pourquoi est-ce qu'en fait, ils assimilent le rap à quelque chose de mauvais ? Parce que eux, quand ils arrivent à être visibles, ils ont, comment on appelle ça, pas un coach, mais quelqu'un de la communication qui leur dit coach media training, faut mettre patatit. En fait, si tu mets un beat derrière, ils rappent aussi. Hein. Et surtout quand ils sont en meeting. Quand tu les écoutes dans des meetings, ils ont des intonations. Mais tu de regardes, rappeurs. je sais pas si tu connaissais Raled Freak. Oui. Voilà, j'adore ce qu'il fait. Il fait plus trop de trucs en ce moment, mais il mettait des politiques sur des prods. Il en faisait des tubes autotune. Enfin, moi, je trouvais ça incroyable. Et oui, effectivement, il y a un truc du débit chez les politiques qu'on peut retrouver chez les rappeurs. C'est le même délire. Clairement, de la punchline aussi. Ouais, même les intonations utilisées, là où ils appuient sur les plosives. Mais on est totalement dans le rap. Clairement. Donc, en meeting, pour les présidentielles, mais même le PN rap. Elle rap, surtout elle a une intonation. Et frère, tu lui crées un feat avec Jams. Calmement. Bon courage. Ah ouais. Il va se faire fumer dessus. On sait que Jams, elle va lui faire mal. D'ailleurs, on te passe le bonjour, Mélanie. Mais qu'est-ce que je voulais dire en écoutant le rap, depuis, on va dire, quand tu l'as découvert et quand ça t'a parlé, qu'est-ce que ça t'a transmis ? Franchement, le premier truc, c'est... Moi, j'ai découvert, j'avais 11 ans avec Eminem, mais vraiment, pour moi, c'était pas encore de la passion, c'était plus effet de mode ou hobby. Le moment où c'est devenu passionnel, c'est plus vers 14-15 ans. Et là, pour moi, c'est le cœur de l'adolescence. Et forcément, t'as un petit côté rebelle, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai eu comme tout le monde. Et je sais pas, moi, il y a ce truc-là de l'énergie, on veut changer les choses, et je sais pas, juste d'énergie, en fait. On balance un flow, bam, bam, bam. Je sais pas comment dire, ça... Tous ceux qui aiment le rap, je pense, ça leur parle, en fait, ce truc-là. C'est vivant, quoi. Je sais pas, ouais. C'est difficile à décrire. Tu t'es senti libre? Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont pas forcément cloisonnés et qui écoutent du rap, mais est-ce que tu te sens libre au-delà de ta propre liberté? Ah, bah, clairement, il y a un truc de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans une famille. Alors, ok, on est catho, mais bon, mes parents, enfin, voilà, moi, j'ai fait le caté assez loin jusqu'à confirmation. Ça m'a jamais parlé, je l'ai fait parce qu'on m'a dit de le faire. Et même si, voilà, mes parents, c'est pas du tout des intégristes, enfin, on va pas à la messe et tout, mais j'ai plus grandi là-dedans. Et dans un cadre, pas strict, mais on va dire classique. Enfin, il faut avoir un bon métier, blablabla. Et c'est pas forcément quelque chose qui me parle, comme tous les ados. Et donc, forcément, j'ai trouvé là-dedans l'inverse, un peu. Genre, je fais ce que je veux, je fais de la musique, je suis vivant, je suis libre, je raconte ma vie, mes espoirs, mes attentes, mes coups de colère. Et moi qui suis pas du tout de banlieue, enfin, pas du tout de banlieue, on va dire que j'ai pas grandi du tout en cité, mes parents sont plutôt assez aisés. Ça m'a quand même parlé, enfin, même si voilà, il n'y avait pas ce côté identification que par exemple j'aurais pu avoir avec Eminem, parce que voilà, bon, il est blanc, c'est un peu le gars, pas le chouchou de sa classe clairement. Et ben j'ai quand même trouvé un truc qui me rapprochait d'eux, c'était, je sais pas, si t'as envie de changer les choses, d'être libre, clairement. Enfin, et là pour le coup c'est pas vraiment musical, c'est plus, je sais pas comment dire, c'est l'âme des artistes qui mettent leur trip, quoi. Et là tu viens d'anticiper une de mes questions. T'as pris le cas de toi, Eminem, artiste blanc. T'aurais pu t'identifier. Est-ce qu'autour de toi est-ce que tu as trouvé des personnes justement qui vont plus écouter un Nekfeu parce qu'ils s'identifient à un Nekfeu que par exemple un EDM comme tu citais tout à l'heure? Alors autour de moi, voici peut-être. J'ai mon cousin qui a 16 ans maintenant. Et c'est vrai après je sais pas si c'est inconscient ou pas, mais il va plus écouter des rappeurs qui ont de la technique ou des rappeurs un peu décalés qui parfois du coup sont plus, on va dire, viennent de classes plus aisées, sont souvent blancs. Peut-être parce que c'est une question on va dire, de culture, de moyens. Enfin voilà, d'accès à la culture. Mais après, je pense pas que ce soit quelque chose de conscient. Mais j'ai l'impression que ce truc-là d'identification, en fait, voilà, c'est l'adolescence. Ouais. C'est l'adolescence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé ce cap on a besoin, en fait, de s'identifier à des gens, d'avoir des modèles. Et en fait, une fois qu'on a passé ce cap, en fait, on va vite retrouver chez des gens qui ne partagent peut-être pas certaines choses, religion, couleur de peau, valeurs. On va aller quand même vers eux parce qu'en fait ils peuvent nous apprendre, et donc ça se retrouve en dehors de la musique. Enfin, mais est-ce que c'est pas aussi par rapport à toi-même, ton propre toi? Est-ce que t'es pas quelqu'un d'intègre et altruiste même vers autrui? Ça, il y a aussi ce truc-là, et je pense que ça c'est un grand débat en ce moment. Vous avez dû le voir en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le rap où on invite des gens, on parle de Rachida Dati, etc. Pour moi, c'est pas des gens ouverts, ces gens-là. Et pour moi, le rap, c'est tout l'inverse, justement. C'est des gens qui sont prêts à
donner la main à l'autre, à s'entraider. Enfin, il y a vachement ce truc avec KRS-One d'éduquer les gens, de les aider, tu me fais une passe, je te fais une passe. Et bah là, c'est vrai que le rap maintenant, c'est, on va dire, la face visible, c'est plus ça du tout. C'est vrai que je trouve ça assez triste. Et peut-être que aussi ce qui m'a touché là-dedans, c'est ça, c'est quand tu viens, j'imagine, parce que moi j'ai pas vécu dedans, mais quand tu viens des quartiers, t'es obligé d'être un minimum solidaire, obligé d'aider un peu ton voisin, ton pote, parce que sinon bah tu restes dans ton appart et tu fais rien, quoi. Et ça, ouais, je pense que ça m'a aussi, c'est des valeurs qui m'animent. Enfin moi, voilà, politiquement, on va dire que je me considère d'extrême gauche, donc évidemment, je vais me retrouver dans certains textes et pas dans d'autres. Un texte de Booba, même si à l'époque j'adorais Booba, je me retrouve plus depuis des années dans ce qu'il véhicule. Et à l'inverse, des mecs, un Rossé, Kazé, des gens comme ça, je me retrouve totalement dans ce qu'ils écrivent. Parce qu'en fait, c'est les valeurs que je porte. Ouais. Après, il ne faut pas généraliser. Mais j'ai remarqué qu'il y a l'aspect communautaire et limite religieux qui influe maintenant dans... on s'éloigne du hip-hop, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que ça, c'est pas lié au rap, c'est lié à la société. C'est-à-dire que ça se retrouve partout, ce phénomène-là. Et évidemment, bah, le rap, c'est pas isolé, quoi. Ça fait partie de la société. Donc, pourquoi il y aurait pas le même truc, en fait. Après, moi, ce qui me fait le plus chier, très clairement, là, ce qu'on disait avec Rachid Alati, mais c'est aussi le truc de... Franchement, il y a 10 ans, quand j'allais en concert, mais jamais j'aurais vu un mec qui vote extrême droite. Jamais. Il se serait fait défoncer. Enfin, le mec, il serait sorti du concert et il serait rentré chez lui, tu vois. Et maintenant, genre, il y a des endroits, des concerts d'artistes, où ça passe crème. Oui. Ou en tout cas, ça passe. Crème, je sais pas, mais... Et même sur les réseaux sociaux, enfin, Twitter notamment, genre, c'est aberrant des fois de voir des trucs qui passent. Genre, je comprends même pas en fait le concept. Et en plus, il y a des gens qui viennent les défendre, tu vois, en mode, mais non, mais c'est ok d'être comme ça, tu vois, avec le rap. Elle est ministre de la Culture maintenant. Ouais, voilà, par exemple. Il fut un temps. Bah, elle était dans le gouvernement qui voulait nettoyer au Karcher. Ouais, et puis elle s'est mangé des punchlines. Hein. Franchement, je sais plus quel média j'ai vu qui avait fait tout un recueil de toutes les punchlines là, en 2005 et tout. Enfin, toutes ces époques-là, avant, après les émeutes, jusqu'au début 2010, tous les rappeurs qui l'ont égratigné. Maintenant, elle se fait inviter en mode on est potes. Mais ça, je pense qu'il y a aussi, comme je te disais, une question d'argent. C'est ça. Tu vois, ça fait bien d'être avec un ministre, en vrai. Même si c'est pas forcément la personne la plus agréable au monde, en vrai, bah, tu buzzes. Tu as accès aux sphères, aux grosses sphères, quoi. Tu as accès à l'Élysée, quoi. C'est pas. Voilà. C'est vrai. Après, on parlait d'un mouvement qui est libre. Et quand je vois certains médias qui invitent ce genre de personnalités, ou même des artistes ou des acteurs qui se disent du mouvement hip-hop s'affilier à ce genre de personnalités ou à certains médias qui les diffusent, ils sont en train de retirer la liberté à cette culture. Bah, je pense parce que du coup, ce que tu disais, normalement, c'est pas possible de l'encadrer, le rap, politiquement. Et moi, après, est-ce que c'est conscient ou pas dans leur tête, mais moi, je pense que c'est peut-être eux qui veulent l'encadrer, le rap. Mais ils veulent se dire, c'est ce qui marche chez les jeunes, donc on va y aller et on va essayer de prendre leur voix. C'est ça. Et de leur transmettre nos valeurs, tu vois, qui sont... l'entreprise est gagnante, tout pour les riches. Ils ont déjà commencé avec la danse. J'ai été surpris de voir des danseurs. L'histoire de la loi, là, déjà, qui a fait... Le diplôme d'État. Pour revenir sur la formule secrète, vraiment, merci. Parce que c'est vraiment ce que j'appelle un travail d'intérêt public. Merci. Pour la culture, c'est un gros job. J'invite vraiment tout le monde à vous abonner aux médias, que ce soit Instagram ou YouTube. Ce sont des médias à soutenir et j'attaque avec l'autre question. Au niveau des finances, je sais que tu avais fait un partenariat avec des marques. Comment est-ce que tu t'en tires financièrement? Parce que, mine de rien, créer, c'est du temps. Il y a un coût de production. Comment tu t'en sors? Au tout début, je m'étais dit peut-être qu'à un moment, alors peut-être pas en vivre, mais au moins que ça fasse une partie de mes revenus. Et très vite, je me suis rendu compte que non, parce que j'avais trop du coup de principes, notamment sur tout ce qui est partenariat. C'est-à-dire que moi, si demain, alors je sais pas si ça arrivera un jour, mais un mec, comment ça s'appelle, NordVPN, vous voyez peut-être ce que c'est, me propose un partenariat, moi je dirais non, parce qu'en fait, je comprends pas l'intérêt d'un VPN pour un particulier. Pour moi, c'est juste du bise pur. Ça représente rien du tout de ce que... Voilà, donc du coup, si je me prive de ça, j'ai pas beaucoup de vues, donc YouTube, il me donne 60 centimes par an. Et qu'à côté de ça, j'ai pas on va dire d'autres revenus liés au rap. Je sais pas, je dis n'importe quoi, faire un livre, faire un album. En fait, forcément, je pourrai jamais en gagner ma vie. Et j'ai fait le deuil assez rapidement en me disant que finalement, c'était peut-être une bonne chose parce que
Du coup, là, quand je le fais parce que j'ai envie, en fait. Je le fais pas parce que faut que je paye mon loyer. En fait, j'ai un métier, du coup, qui est vidéaste, où je fais des vidéos, qui me plaît de moins en moins, mais qui a l'avantage, je suis auto-entrepreneur. Du coup, de me faire quand même très bien gagner ma vie, en tout cas, qui me permet d'avoir un appart avec ma compagne. On a une petite fille qui vient de naître. Voilà, on vit bien, quoi. Félicitations. Merci. Et du coup, pour moi, étant auto-entrepreneur, je peux plus ou moins avoir un planning un peu comme je l'entends. Du coup, je suis dans une logique, je charbonne pendant une période, je remplis le compte en banque, et après, tout le reste du temps, en dehors de vie de famille, loisirs, c'est la chaîne. Et du coup, je prends pas d'argent dessus, mais c'est ça qui me porte, en fait, au jour le jour, quoi. C'est ça qui me fait me lever le matin. Je pense à la chaîne, je pense au rap, je pense à je pourrais faire telle vidéo, tel truc, enfin, voilà. Hip-hop. C'est dans ta vie. La dernière fois, tu avais posé une question par rapport au hip-hop. Est-ce que c'est une hygiène de vie? Je sais plus comment tu l'avais tourné. Est-ce que c'est une hygiène de vie? Mais je pense que là, tu y as répondu. Ta chaîne, c'est un essentiel. C'est un essentiel. Ouais. Et puis, c'est hip-hopement parlant, c'est ton âme. Ouais, c'est ça, exactement. Ton âme, c'est le truc pour moi, c'est ce que je dis dans mon métier. Je suis clairement pas moi-même, dans le sens où je travaille dans le milieu de la vidéo, donc pour des grosses sociétés ou des startups qui n'ont pas forcément des valeurs. Enfin voilà, leur valeur, c'est faire de l'argent, quoi, concrètement. Donc du coup, au boulot, je suis clairement pas moi-même. Des fois, j'entends des dingueries, je ferme ma gueule. Mais par contre, quand je fais ma chaîne, concrètement, je suis moi-même. Comme là, je suis moi-même sur ce plateau, je dis ce que je pense et je suis comme je suis. Ouais, est-ce que c'est important d'être soi-même dans... Je pense que tu es beaucoup plus évanoui. Je pense que la question est déjà vite répondue. Non, en fait, je pose la question pour moi par rapport... Ça va être la question coupée. Non. Par rapport à la vie de tous les jours, c'est vrai que parfois, on a un métier alimentaire ou qui devient alimentaire et dans lequel on s'éteint. Est-ce que c'est important d'être vivant dans un emploi qui est alimentaire? Est-ce que c'est important et vital d'en sortir? Ça, je pense que c'est chacun. Effectivement, il y a des gens qui ont des métiers qui les dégoûtent, voire qu'ils n'aiment pas de base ou qui leur rapportent pas de thunes. Et au bout d'un moment, ils vont craquer. Et après, je pense que chacun... En fait, moi, c'est le truc que je voulais éviter au début. Moi, j'étais en CDI, mais c'était vraiment de quitter ce CDI pour justement faire ce que je veux. En fait, c'est débile, hein. C'est vraiment le truc bien à bas. Et du coup, faire ce que je veux, c'est quoi? C'est parler de musique et en écouter, parce qu'en vrai, la période où j'étais en CDI, en vrai, j'écoutais moins de musique, parce qu'en fait, je travaillais 45 heures par semaine. Waouh. J'étais fatigué et en vrai, soit je jouais à la console, enfin voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Je pensais pas que c'était ça la vie du vidéaste. Généralement, si, ça existe des 35 heures, mais en vrai, c'est pas... Enfin, ma compagne n'a pas fait du motion design, donc c'est très proche de la vidéo. Oui. Et elle fait un 35 heures, mais quand on dit ça à d'autres gens qui travaillent dans ce métier, ils font quoi? C'est quoi cette agence? Tu travailles où? C'est une exception, mais moi, c'était de me dire, je peux avoir des jours, en fait, pour moi et du coup pour faire grandir quelque chose, m'épanouir. C'est comme la culture, c'est comme il y a l'esprit hip-hop et toutes les disciplines de cette culture. Est-ce que le rap il a une santé mentale fragile? Wow. Ça c'est une question, ça. Mais oui, est-ce que en fait il a une santé mentale fragile? Est-ce que en fait je le considère là, quand je pose la question, comme un individu en mouvement? Oui. Est-ce que sa santé mentale elle est fragile? Est-ce que je pense qu'à partir du moment où on fait de l'art, enfin après peut-être, je connais pas tous les artistes sur Terre, hein, mais je pense qu'il y en a souvent, c'est pour combler quelque chose. Moi c'est mon point de vue. Après peut-être qu'il y a des gens, c'est pas du tout pour combler quelque chose, mais du coup forcément c'est-à-dire qu'il y a une fragilité. Et voilà, et du coup, dans le rap, ça se ressent parce qu'il y a plein de gens qui ont vécu dans des conditions pas géniales. Et s'ils font du rap, c'est pour s'extérioriser, combler quelque chose. Et aujourd'hui, est-ce que le rap en tant que tel a une santé mentale fragile? Je sais pas, mais... Est-ce qu'il lui manque une valeur? Ah, une valeur. Disons que moi, je pense qu'il manque un étendard, plus, enfin une unité. Moi, je dirais plus ça, c'est-à-dire que là, chacun fait son truc dans son coin. C'est vrai. Et c'est pour ça, moi, j'ai fait une asso, notamment avec d'autres médias. Alors, ça marche pas trop, mais en vrai, l'idée, c'était de rencontrer d'autres gens qui sont aussi indépendants et qui ont envie de parler de hip-hop. Et du coup, on essaie de porter des trucs ensemble. Et pour moi, je pense que plus on fait ça, plus la santé mentale, elle se rehausse parce qu'on est ensemble. Voilà. C'est vrai, hein. C'est vrai. Même par rapport, tout à l'heure, là où tu parlais de ta vie privée par rapport au boulot,
Je trouve que tout est cohérent. T'es indépendant, comme le média indépendant. Ta vie perso, t'es dans l'indépendance. T'es comme l'accès de culture hip-hop, on peut pas la saisir. Elle est indépendante. C'est totalement cohérent. Il y a forcément l'épanouissement qui en découle. Après, l'unité, oui. Il faut qu'on revienne à la source. C'était ce qui se disait à l'époque. Enfin, j'avais l'impression que années 90-2000, même s'il y avait des clashs, etc., il y avait un peu plus un truc d'unité parce qu'on était minoritaires, genre. Et plus pointé du doigt. Du coup, et après, il y a aussi le truc d'ennemi commun. On a une espèce d'ennemi commun qui était la société qui voulait pas accepter le rap et du coup, ça aide peut-être. Mais ouais, avant, je sais pas. Maintenant, les feats, en tout cas dans le mainstream, hein, je parle vraiment dans le mainstream, j'ai l'impression que les feats, c'est que genre, ok, lui, il marche. Ouais, il marche. Après, il y a des exceptions, j'imagine. Mais avant, je sais pas, je pense pas que ça marchait comme ça. Quand tu faisais un feat, tu faisais vraiment parce que t'as une affinité. Voilà. Il y avait une relation en fait entre les deux personnes qui naissaient ou qui étaient construites. C'est ça, ouais. Et je souligne même, par rapport à ce que tu viens de dire, et qui est très intéressant, lui, de nos jours, ils font un feat. Ouais, lui, il est tendance, il marche. À l'époque, il y avait des feats parce que la première chose que les gens se disaient, lui, il est fort. Ouais, déjà, de base. Ouais. Je voulais challenger direct le truc. C'était lui, il est fort. Là, boxe, on s'en fout que tu sois fort. T'as combien de vues? T'as combien sur le compte en banque? Est-ce qu'on peut dire la même chose du MMA? Non. Mais non, tu peux pas dire. Et côté, depuis que tu fais, tu pratiques ta chaîne, est-ce que tu as découvert des artistes féminins? Oui. Oh, moi, je veux dire non. Ah ouais, plein. C'est vrai? Du coup, une qui est devenue un peu plus connue depuis qu'elle est passée à, comment ça s'appelle, le show de Netflix, voilà, le show de Netflix rap là, vous m'avez compris? Oui. Oui, c'est Nouvelle École, voilà, j'ai du mal. Du coup, Catégorie que j'ai découvert avant qu'elle passe à Nouvelle École, et c'est vraiment devenu une de mes artistes favoris. Si vous connaissez pas, franchement, foncez. C'est une bête de scène. Enfin, moi, surtout, le plus j'ai vu en concert et ouais, c'est. Ouais, elle a des influences très dancehall. Et du coup, sur scène, c'est impressionnant son show. Et même déjà sur Scud, elle a vraiment un flow hyper technique, hyper rapide, hyper fluide, avec des petits passages chantés. Et elle a un univers vraiment hyper atypique où elle vient mêler ses origines. Elle a vécu en Suisse, elle vit toujours en Suisse, donc elle a aussi des influences européennes. Elle a aussi tout un truc un peu plus de l'ordre de la fiction. Ça part dans tous les sens. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Nouvelle École, elle n'est pas allée au bout, parce que les gens, le jury n'a pas capté en fait. Ils n'ont pas capté, ça allait trop loin pour eux. Il y a une caractéristique de rap féminin par rapport pour moi, non. Ou c'est la même chose? Pour moi, il n'y a pas de catégorie. Après, c'est juste que forcément, on est des gens différents, donc on va peut-être parler d'autres choses. Mais en vrai, oui, il y a toujours ce débat rap féminin. Pour moi, ça n'a pas de sens de parler. On n'est pas dans un sport à faire des ligues féminines et une ligue masculine. Parce qu'elles ont des attributs attirants. Est-ce que tu penses que... Je ne sais pas si dans celle que tu as écoutée, il y avait la mise en valeur du corps, mais est-ce que ça fonctionne? Non. Pour moi, c'est ça peut fonctionner. En vrai, quand je regarde le rap US, il y en a qui rappent effectivement, mais qui montrent beaucoup leur corps. Et moi, j'adhère pas parce que je trouve que elle est censée me représenter. Et en France, il y en a quelques-unes qui ont essayé et elles sont affiliées à des escort girls alors qu'elles ont du talent. Qu'est-ce qu'il faudrait comme coup de main ou pas aux artistes rap féminines pour avoir le même niveau qu'un rappeur? Et peut-être qu'elles évitent de sublimer leur talent par leur corps. Oui, mais des fois, c'est pas forcément elles qui le veulent. Mais est-ce que c'est pas un milieu trop masculin? De base, si, forcément. Après, je pense que là, encore une fois, il y a le truc de... Je sais pas à quel point ça participe, mais tu vois, des maisons de disques, peut-être qu'il y a des personnes qui sont signées parce qu'ils se disent ok, là, il y a un créneau rap, voilà, ou comme ils appellent aux États-Unis, je crois que ça s'appelle le beach rapping, un truc comme ça, tout ce qui est Nicki Minaj, etc. Ouais. Peut-être qu'ils disent qu'il y a un créneau, financièrement c'est intéressant, donc on va produire cet artiste plutôt que l'autre. Après, en vrai, j'avoue que j'ai pas d'exemple. C'est vrai qu'il y a toujours ce truc de qui est la seule rappeuse qui a vraiment marché commercialement en France, c'est Diams. Et depuis, est-ce qu'il y en a une, il y en a plusieurs, mais qui n'ont pas atteint, on va dire, son statut à elle. Je pense à le Juice, Shai du coup. Qui peuvent être des très bonnes rappeuses. Du coup, le Juice, moi, j'ai redécouvert sa musique. J'étais pas ultra fan, mais elle est passée dans un grunt là récemment. Le grunt de comment ça s'appelle l'artiste. Elle est passée dans un grunt et du coup, j'ai fait waouh. En fait, elle défonce. C'est juste que ça,
on va dire sa DA sur ses albums me parle pas trop, mais en vrai elle rappe trop bien. Et il y en a plein en fait, il y en a plein. Enfin, là tu me parles d'un autre artiste que j'ai découvert, alors Lagal, je connaissais déjà avant de faire ma chaîne. J'ai redécouvert depuis que je fais ma chaîne en m'intéressant beaucoup plus à elle. Qui je peux te citer d'autres. Là j'ai découvert très récemment une qui commence à parler d'elle parce qu'elle est allée dans les 11 à suivre de Bouscapé. Elle fait des Prodigy Case of Prodigy. D'accord. Qui a sorti 3 trucs l'année dernière, dont plusieurs qui sont dans mon top. Voilà, il y a plein de talents en fait, de femmes qui rappent super bien. Et effectivement, je pense que peut-être qu'aussi les médias les mettent moins en valeur en vrai. Parce qu'ils se disent ah merde, putain, les mecs ils vont pas aller cliquer. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, pour l'instant, je pense qu'on est qu'au début et qu'avec le temps, a priori, si tout se passe bien, on va plus les mettre sous la lumière parce qu'il y a vraiment des mecs, du coup, des femmes qui rappent super bien. Et ouais, non, franchement. Après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'il faudrait. Il faut que nous, déjà, les médias, on les invite. Aussi. On parle d'eux. Déjà, on fait notre part à nous. Après, ça se passe de l'autre côté, quoi. Ceux qui ont le pouvoir décisionnel, malheureusement. Les copines, vous êtes les bienvenus. Ouais. C'est bon pour toi ? Ouais. Pour moi, quelles sont les actualités à venir pour la formule secrète ? Déjà, là, je suis en train... Comme j'ai fait mon top EP en vidéo il y a 2 mois, là, je suis sur le top album. Oui. Tu l'as teasé. Voilà, et du coup, qui prend un peu plus de temps, parce que comme j'ai eu la naissance, j'ai eu moins de temps, enfin, voilà. Et en plus, à la base, c'était un top 20, c'est devenu un top 22. Moi, je peux pas m'arrêter. Quand il y a des trucs bien, je suis obligé de les mettre. Donc, bref, là, c'est en cours. Et après, j'ai pas mal de projets. Je voulais absolument parler de l'album d'Haroun de la Scred, l'album qui s'appelle Au Front de 2007, qui est un de mes albums préférés. Et ça fait partie des CD dont j'ai envie de parler. Il y a le 2e album de TTC, Bâtard Sensible, qui fête ses 20 ans cette année. Donc c'est aussi un objectif de réussir à faire un épisode pour les 20 ans. Et après, le gros dossier, c'est l'année prochaine, La Caution. Ils auront le 20 ans de leur double album aussi. Et donc, comme j'ai fait un documentaire sur le premier... Là, tu vas les recevoir. Voilà. En fait, j'ai envie de faire autre chose. Alors, de faire un documentaire, mais un peu plus artistique, expérimental. Moi, c'était très documentaire reportage, le premier. Je vais les interviewer, on fait des images. Images d'archives, blablabla. Et vu que je veux pas faire 2 fois la même chose, là, j'ai envie d'essayer d'aller un peu plus dans le subjectif. Peut-être faire un truc vachement expérimental, vu que je filme, je peux faire des trucs un peu... Voilà. Les recevoir chez toi et tout. Un peu. En tout cas, c'est sûr qu'ils seront dedans. Stylé, hein. Ils seront dedans, ça c'est sûr, parce que c'est les protagonistes. Mais essayer de faire... En fait, leur œuvre, elle est tellement atypique que j'ai envie que le documentaire soit aussi atypique. Et qu'on soit pas dans un truc classique, interview, plein d'illustrations, Tu te rends compte, ce sont que des mots, et ça me hype. Tant mieux. Incroyable. Incroyable. Et passionné. Donc le résultat il sera tonitruant, c'est sûr et certain. Là tu me teases La Caution, mais là je vais me refaire tout leur son. Ouais, il y a de quoi faire. Ouais. J'ai besoin de capter ce que j'ai manqué à l'époque. Ouais, tu verras, il y a vraiment de quoi faire. Et surtout, je te conseille d'aller fouiller aussi dans tout ce qui est mixtape, freestyle, en dehors de la discographie officielle, parce qu'en fait, ils ont quand même, comme tous les groupes de l'époque, ils ont un passif là-dedans, ils ont baroudé à droite à gauche. Et si tu veux, moi j'ai un dossier sur mon PC qui date à l'époque où on téléchargeait, où j'ai 100 sons, donc si tu veux, je te fais un WeTransfer, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Parce que je me rappelle il y avait TTC, La Caution. Mais attends, à l'époque, moi j'étais un pro Time Bomb, mais j'entends des trucs comme ça, je me disais, mais ils sont bizarres. Oui, évidemment. Ça sonnait tellement différemment. Et il faut que je réécoute. Faut que je réécoute parce qu'ils étaient dans de la recherche. Ouais, c'est ça. C'était vraiment. En tout cas, La Caution, eux, ils étaient dans la recherche même de l'excellence. C'était vraiment. Quand je parle à Nick Fury, c'est toujours pareil. Il peut te faire un podcast et demain, on y est encore. Tu peux ne pas l'arrêter, ce mec-là, quand il te parle. Et c'est un passionné de fou. Et en fait, lui, il était vraiment dans ce truc. On veut être. Pas les dieux, tu vois, mais on veut être les excellents. Excellent, c'est vraiment ça qui animait leur musique, quoi. Je pense qu'ils étaient dans la recherche. On va se plonger là-dedans. Ouais. Et du coup, j'en profite, même si pour l'instant c'est pas officiel, à côté, je vous disais que je voulais être écrivain, et du coup, je me suis enfin remis un peu à l'écriture. Et je me suis dit, justement, là, je suis à fond dans le rap, et je vous ai parlé un peu de mon histoire, et du coup, j'avais envie de. Je sais pas si quand vous lisez souvent des trucs très réalistes, on va souvent parler soit de la vie dans les quartiers très chics de Paris, en France, je parle, soit des coups de banlieue, et en fait, moi, j'ai envie de parler un peu de mon coin, alors pas forcément mon village, parce qu'on s'en va les couilles, mais de ces gens qui ont grandi en campagne, qui n'ont pas grandi dans la banlieue, qui n'ont pas grandi dans les grandes villes,
et qui ont en fait ont découvert le rap par un biais qui est très différent des autres. En fait. Excellent. Et du coup, je suis en train de faire un petit storytelling là-dessus, sur un peu l'histoire de ma jeunesse, mais je pense aussi de plein de jeunes de France. Voilà. Je me suis dit, c'est l'occasion de relier un peu ma passion que j'avais un peu délaissée, de l'écriture avec le rap. Je l'ai barré. Mais tous nos gars de province, toutes les personnes. Ouais, mais beaucoup. Et ça peut même un appel à témoignage, ben ouais. Comment le rap a été perçu. Ah, il y a de façon, je pense, hyper différente, suivant l'endroit où tu vis. Ouais, c'est incroyable. Sally, je te laisse le mot de la fin. On te laisse le mot de la fin. J'ai bien aimé cet entretien riche, déjà par la sensibilité de la plume. Et la plume, je pense qu'elle vient à un moment de maturité. Ouais, c'est ça. Et à partir du moment où tu te sens bien dedans, je pense qu'elle va produire un bon flow et que ça s'arrêtera pas. C'est ce que je te souhaite. Hein, merci. Et est-ce que tu aurais un message pour ta fille dans 10 ans par rapport à ta passion? Est-ce que voilà. Du coup, à ma passion du rap, tu veux dire? Oui, ou juste et puis de ton manière investissement, globale. et puis globalement, oui. Et sa passion future, peut-être. J'espère. En fait, ma compagne, elle est hyper rock. Du coup, elle a les deux pans, tu vois. Elle lui fait écouter, du coup, les Stones, AC/DC, etc. Et moi, je lui mets plus du rap. Mais quelle que soit la musique qu'elle écoute, non. Moi, j'ai envie de l'élever ma fille dans ce truc de liberté, quoi. Ce qui compte, c'est bien, il faut avoir un appart, il faut vivre convenablement. Mais en vrai, kiffe ta vie, donc t'es pas obligé de gagner 5000 balles par mois pour kiffer ta vie. Au contraire, je pense que il y a des exceptions, hein, mais il y a plein de gens, je pense, qui gagnent 5000 et qui sont tristes, en fait. Qui travaillent comme des bourrins, les enfants, ils les voient pas, ils sont une nourrice. Franchement, quel intérêt, voilà. Donc, fais ce que tu veux et essaye juste de bien manger et d'être bien logé, voilà. Le reste, on s'en fout. Épanouie et heureuse. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci pour ce message. Merci beaucoup, Jérémy. Pour merci ce partage. à vous. Franchement, c'était super. On se retrouve sur les réseaux. Yes. La formule secrète. Abonnez-vous à masse, chaîne YouTube, Instagram. Voilà. Merci d'avoir regardé le podcast. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut.